Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre fidélité. Nous sommes sur Radio Fréquence Atlantique, 88.3, 93.6, 105.9 pour ce qui concerne les ondes. Nous sommes sur Facebook, en tout cas pour la première partie de nos émissions, puisque à partir de 9h30, 10h, nous avons une séance interactive uniquement sur la radio que vous pouvez suivre en téléphonant au 03 14 03. Donc, comme tous les dimanches, nous sommes ensemble. Dans la partie informative de ce matin, nous n'allons pas commenter l'actualité, nous allons reprendre le thème de déconstruction entamé dimanche dernier, puisqu'il nous semble important et qu'il risque de prendre, d'être assez long. Nous avions commencé à parler du comportement des individus et des groupes sociaux, des peuples, que souvent la majorité des gens ne comprennent pas et qui fait que ces gens-là ne croient pas dans la possibilité de transformer la société, de faire confiance aux gens. C'est une sorte de désespoir et de désillusion qui s'empare du plus grand nombre, en ayant un genre de méfiance vis-à-vis des êtres humains en général. Et donc nous avions commencé à en discuter, et je me propose aujourd'hui d'entamer une deuxième partie, mais je souhaitais quand même rappeler les éléments présentés dimanche dernier parce qu'ils nous semblent importants. Alors d'abord, il faut bien comprendre que ce n'est pas un hasard si la majeure partie des gens a des comportements qui nous froissent, qui nous vexent, qui nous repoussent. Cela est lié à la destruction des rapports sociaux qui se développent systématiquement depuis des siècles et des siècles, du fait que les classes dominantes s'acharnent à diviser les gens, à les priver de connaissances, ne leur donnent pas les outils de compréhension nécessaires. Et c'est ainsi qu'on voit que face aux difficultés, face aux incompréhensions dans les relations humaines, beaucoup de gens soit désespèrent de changer les choses, donc se résignent à vivre avec les difficultés. D'autres sont atteints par des troubles psychiques, allant même jusqu'au suicide. D'autres encore entrent dans des religions ou dans des sectes pour essayer de pacifier leur esprit, leur âme, et avec l'espoir que, au bout du compte, ils auront une meilleure vie dans un monde ultérieur. Donc il y a tout cela, et il y a également le fait que beaucoup de gens sombrent dans la violence, dans la délinquance, du fait même qu'ils prennent des produits toxiques pour ne pas penser. En fait, les rapports humains sont majoritairement dégradés, détruits à cause des contradictions qui pèsent sur la société et du fait que les gens n'ont pas de réponse à leurs problèmes. Alors, nous avions expliqué que, en fait, il y a des bases pour comprendre les comportements humains et pour éviter que nous ne tombions dans tous les travers que nous venons d'énumérer. Comprendre les hommes, comprendre les sociétés, il faut s'appuyer sur des données fondamentales. D'abord, voir que chaque être humain, c'est le poids de millénaires de civilisation et de culture dans lesquelles il vit. Chaque être humain, donc, a des façons de penser, de réagir, de se comporter entre les sexes, envers les enfants, entre les étrangers, qui sont liés à la civilisation qui les a forgés, aux idées qui ont été imposées et aux cultures qui se sont développées sur cette base-là. Et on ne peut pas imaginer que ces gens-là, ces
pour des raisons de scélératesse, de méchanceté, que tous ont des comportements que nous ne comprenons pas. Il faut comprendre que c'est le fruit de l'héritage de ces civilisations et de cette culture-là qu'ils ont vécu, et que ce n'est pas quelque chose d'inné, hein, c'est quelque chose qui peut être transformé, qui peut évoluer. Donc il y a cette première donnée-là que nous avons développée, le poids des civilisations et de la culture. Il y a un deuxième élément que nous avons signalé, puisque les sociétés actuelles, majoritairement, sont divisées en classes sociales qui ont des intérêts différents, mais précisément les classes dominantes et qui sont au pouvoir, qui organisent les institutions, eh bien, ces classes-là développent des idées qui leur sont favorables et qui permettent que le monde soit interprété en fonction de ces idées-là. C'est ce qu'on appelle l'idéologie de classe. Alors, l'idéologie de classe, c'est par exemple celle qui fait que les gens qui font partie de la monarchie, de l'aristocratie, estiment qu'ils ont le droit de dominer un pays parce qu'ils ont un sang pur, parce qu'ils sont de telle famille. Alors, évidemment, ces idées-là qui sanctifiaient la monarchie étaient acceptées quasiment à l'unanimité dans les siècles précédents, sous les ères féodales où la religion les entretenait et tout. Et cela a évolué. Mais l'idéologie de classe qui baigne, qui anime l'aristocratie, elle est toujours là. Et on va, la semaine prochaine, retransmettre dans les médias internationaux le couronnement du nouveau roi Charles III. Pour les médias occidentaux, il n'y a aucun problème à cela. Alors que c'est une idéologie vraiment inhumaine, raciste, que cette histoire de sang noble qui donne le droit d'avoir des privilèges, évidemment, elle est inacceptable pour les êtres humains. Mais les classes dominantes maintiennent ces idées de la classe dominante aristocratique. Parce qu'en même temps, ils reproduisent ces idées-là dans les rapports avec les dirigeants, les gouvernements, les présidents de leur république, etc. Donc, c'est un exemple d'idéologie de classe. Ça, c'est celle de l'aristocratie. Mais il y a l'idéologie de la bourgeoisie qui, depuis des centaines d'années, des siècles, montre que c'est celui qui a l'argent, le capital, qui doit dominer le monde, que c'est normal qu'il puisse être à la tête de tout, et que ceux qui sont au bas de l'échelle doivent accepter la dictature de l'argent, la dictature de l'individualisme, en laissant croire que c'est la compétence personnelle et le travail personnel qui explique qu'on ait des multimilliardaires parce qu'ils ont travaillé, c'est leur mérite, etc. Donc cette idéologie-là, qui est tout à fait réactionnaire, c'est une idéologie de classe. Alors le problème, c'est que l'idéologie de classe dominante se répand aussi au sein des classes dominées, des classes populaires qui subissent les injustices, parce qu'ils sont intoxiqués par les contes, par les histoires, par les musiques, par l'école, pour l'accepter. Et donc il y a ce deuxième aspect-là, idéologie de classe. On a parlé des civilisations et des cultures. Il y a ensuite l'idéologie de classe qui détermine l'attitude de chacun. Par exemple, quand on va voir un petit planteur qui est persuadé qu'il est supérieur aux autres et que c'est un privilège pour lui d'avoir son exploitation et avec le rêve qu'il pourra un jour s'enrichir, eh bien, ce n'est pas parce qu'il est imbécile, qu'il est méchant, quoi que ce soit, c'est parce qu'il subit le poids d'une idéologie qui a été inculquée depuis la base. Donc, il y a cette idée que, en tant qu'individu, c'est là que je pourrais
régler mes problèmes de vie. Il est influencé par l'idéologie bourgeoise. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et puis, il y a un troisième facteur, c'est le parcours personnel, le parcours individuel, quelle que soit la classe à laquelle on appartient d'ailleurs. Quelqu'un qui n'a pas accès à l'instruction, donc aux possibilités de réfléchir à des connaissances valables, scientifiques qui lui permettent de réfléchir. Mais cette personne-là n'aura pas le même comportement qu'un autre qui aurait été confronté à des idées nouvelles, qui aurait discuté, qui par chance, à travers des voyages, etc. Les connaissances, l'instruction sont un élément du parcours personnel. Et puis, il y a les difficultés qu'on peut connaître dans sa vie comme enfant, accidents, violences sexuelles, et en fait toutes sortes de maladies, etc., qui font qu'en tant qu'individu, on peut développer un caractère qui soit acariâtre, qui soit fondé sur le mal-être, etc. Donc il y a le parcours personnel qui explique également le comportement des individus. Donc on a ces trois facteurs-là, et si on veut comprendre le monde, chaque fois qu'on est confronté à un individu qui pose problème, à un groupe social qui pose problème, on doit être capable de le regarder et d'analyser le comportement, les faits, les gestes qui nous préoccupent à travers cette grille-là pour voir que ce n'est pas une question de damnation qui a frappé tel individu, ce n'est pas une question morale qu'il faut poser à ce moment-là. On va reparler après de la nécessité d'avoir une éthique. Mais pour régler les contradictions, il faut qu'on analyse les gens à travers cette grille-là, les trois facteurs dont j'ai parlé. Et à partir de ce moment-là, on pourra comprendre, en s'appuyant aussi sur la connaissance, sur les réflexions, on pourra comprendre que les groupes peuvent évoluer dans un bon sens comme dans un mauvais sens. L'individu peut évoluer dans un bon sens comme dans un mauvais sens, suivant qu'il ait accès à des connaissances, des informations, qu'il ait possibilité de changer son environnement ou qu'on le déplace vers un environnement qui lui permette de comprendre. Et donc, c'est cela qui va nous donner confiance en la possibilité de changer le monde, de le rendre meilleur. Quand on aura compris que les gens peuvent évoluer, que les peuples peuvent évoluer. Dimanche dernier, nous avons pris des exemples. Il y a un auditeur qui nous disait que c'était très significatif de l'évolution des descendants des communards qui avaient fait la révolution à Paris en 1870 et qui sont aujourd'hui, les descendants, qui sont des réactionnaires caldoches qui agressent le peuple kanak. On avait parlé également des peuples d'Afrique du Sud qui ont été soumis à l'apartheid et qui, pour certains, aujourd'hui, ont des actions xénophobes violentes contre des Zimbabwéens. Et on avait enfin pris l'exemple des Juifs qui avaient connu l'Holocauste et qui font pratiquement un Holocauste contre les Palestiniens, pour dire que les peuples peuvent évoluer. Là, on a dit que c'était dans un mauvais sens. Mais il y a également des peuples qui évoluent pour connaître de meilleurs rapports sociaux. Par exemple, quand Cuba était soumis à la dictature de Batista, le peuple cubain qui connaissait la pauvreté était le lieu de toutes sortes de misère sociale. On disait que c'était le lupanar des Caraïbes. Il y avait des gens qui soutenaient la dictature. Mais depuis que la révolution cubaine a ouvert les portes à l'éducation, à la justice sociale, bien entendu, il existe toujours dans toutes les communautés humaines des minorités
déviante. Mais globalement, la paix sociale, globalement, le respect humain prévaut. Donc là, il y a une évolution positive. Il y a d'autres exemples, nous aurons l'occasion d'en parler. Donc, il faut comprendre que les peuples même peuvent évoluer et des peuples révolutionnaires qui deviennent réactionnaires ou inversement, cela concerne toute la planète, tous les continents. Et c'est là que nous devons battre en brèche les théories racialistes créées par les colonialistes pour justifier le fait qu'ils dominaient les peuples noirs, les peuples asiatiques, les Amérindiens, donc qui justifiant que ces gens-là n'étaient pas des êtres humains comme les autres, il fallait les civiliser, on avait le droit de les considérer comme des meubles. Ils ont créé ces théories racialistes et il faut les battre en brèche pour comprendre que dans tous les peuples, quelle que soit leur ethnie, quels que soient les continents qu'ils peuplent, eh bien, il y a possibilité d'évolution positive ou négative et qu'il nous faut justement créer des conditions pour que l'ensemble de l'humanité progresse sur des bases valables. Donc, mais aussi vrai que les peuples et les groupes sociaux peuvent évoluer. Je pense aussi aux groupes de professionnels qui ont des difficultés et puis quand ils arrivent à améliorer leurs conditions, reproduisent les comportements de dictature, les comportements d'exploitation qu'ils ont subis dans le passé. On prend l'exemple de gens qui ont vécu très difficilement dans le prolétariat ou dans les couches populaires en Martinique et puis qui deviennent directeurs d'une administration ou d'une entreprise, même s'ils ne sont pas cadres supérieurs, qui reproduisent les caractères, les comportements féodaux méprisants vis-à-vis du reste de la population. Donc, ça, l'individu comme le groupe peut évoluer positivement ou négativement. Ce n'est pas la peine de rappeler le nombre d'exemples de personnes qui étaient des délinquants, des malfaiteurs, etc., qui sont devenus par la suite des révolutionnaires, notamment dans le mouvement afro-américain, Malcolm X, bref, toute une série de gens qui, au départ, dans leur jeunesse, n'étaient pas destinés à être révolutionnaires, eh bien, par les hasards des rencontres et des situations, eh bien, ils sont devenus des gens tout à fait indispensables au progrès de l'humanité et de la révolution. Donc, cela, c'est tant pour les sociétés que pour les groupes humains, il faut comprendre que nous devons regarder l'autre avec cette idée que chacun peut s'amender ou dégénérer suivant ce qu'on fera. Alors là, ça va nous dicter notre façon d'agir sur la société et envers les individus pour contribuer à ce que ce soit des chemins positifs qui soient empruntés et non le contraire. Mais on y reviendra à la fin de l'intervention. Donc, quand on a parlé de cette possibilité, on arrive à la conclusion de la première partie que nous avons développée dimanche dernier. Il nous faut réaliser que l'amélioration de nos conditions de vie est possible. L'amélioration des rapports sociaux entre les individus est possible. La construction d'un monde nouveau avec des rapports pacifiés, harmonieux entre les individus et entre les groupes sociaux, cela est possible. Mais cela demande quoi? Cela demande une vulgarisation de la connaissance. Cela demande que nous puissions mener un combat pour que les idées nouvelles, les idées humanistes triomphent des idées développées par les classes dominantes. Alors cela passe par l'éducation, la vulgarisation des connaissances, mais surtout par la lutte idéologique. Ça veut dire que ceux qui veulent transformer le monde et qui disposent des éléments qui pourront permettre
la transformation des individus et des groupes sociaux, doivent mener la lutte idéologique contre les idées et vulgariser ces connaissances. Cela, c'est une condition indispensable à tout processus révolutionnaire. Alors là, on parle d'abord échanger les connaissances parce que dans les différents peuples, dans les différents groupes révolutionnaires, dans les différentes associations caritatives, tout ce qu'on peut imaginer comme institution sociale, eh bien, il y a des gens qui ont des expériences positives en cette matière-là. Je parle des révolutionnaires qui ont mené la lutte en Amérique latine. Je parle également des religieuses qui ont aidé des peuples, des personnes à se soigner, à ne pas mourir de faim. Donc, chacun de ces éléments-là a une expérience pour comprendre les rapports humains et pour porter des solutions pour les améliorer, pour les pacifier. Eh bien, il nous faut donc imaginer les échanges, la complémentarité, le partage des expériences de façon à pouvoir créer les bases de la transformation. Et puis, il y a évidemment la vulgarisation des connaissances, parce que les peuples sont divisés, parce qu'ils ont été influencés par les classes dominantes. Prenons un exemple concret et actuel pour illustrer cela. Parmi les gens qui soutiennent la réforme, le sabotage de la retraite orchestré par Emmanuel Macron, il y en a qui sont tout à fait sincères, qui disent, mais le nombre d'actifs a baissé, donc on ne pourra pas cotiser assez pour payer les cotisations des générations futures. Il y a des gens qui acceptent ce qu'ils croient être une réforme parce qu'ils n'ont pas des éléments de connaissance, parce qu'ils n'ont que les arguments matraqués par les médias au service de la bourgeoisie ultralibérale. Si on vulgarise les vraies explications, comme cela a été le cas en France, 70% de la population dit nous sommes contre la réforme Macron, parce qu'ils ont des éléments, il y a un travail qui a été fait. Alors, dans tous les domaines, on va voir des gens qui défendent des positions qui ne sont pas intéressantes, qui ne sont pas valables et qui alimentent les divisions entre les couches sociales. Parce que ceux à qui on va supprimer les conditions, de meilleures conditions de retraite et qui savent qu'ils ne pourront pas vivre avec de maigres retraites ou en travaillant jusqu'à 64 ans, eh bien, au lieu de se détourner contre ceux qui défendent la réforme, si on se lance ensemble dans un travail de connaissance sur le système de protection sociale, etc., eh bien, l'idée nouvelle qui sera acceptée par tous permettra qu'on se batte pour transformer le monde et que, effectivement, quand on dirait chez nous, on construise un système de protection sociale qui soit juste et qui défasse le pillage orchestré par la bourgeoisie. Donc c'est un exemple pour montrer que s'il y a vulgarisation des connaissances, et on peut contribuer à changer les rapports sociaux et dans une bonne direction. Alors, ça c'est de la vie courante que nous devons mener cette lutte idéologique, cette guerre des idées. Mais évidemment, il y a en face le rouleau compresseur des classes dominantes et la désinformation, les manipulations qui sont faites par leurs médias. Donc, il y a cela qui c'est comme si nous cachaient de l'eau en panier. Quand on essaie d'améliorer les choses, bon, ils envoient une campagne de déstabilisation, de désinformation, et puis on a l'impression de repartir à zéro. Il faut bien comprendre que
pour vraiment changer la société, il faut avoir des moyens institutionnels massifs. Les peuples, en général, accéderont de façon valable à l'humanité à condition que les institutions scolaires aient pour priorité de développer l'harmonie sociale. La connaissance dans l'école bourgeoise, dans l'école colonialiste, sert à former des individus dans l'espoir qu'ils puissent avoir des diplômes, réussir leur vie individuelle, etc. Mais dans le système alternatif, l'école ne doit pas servir à ça. Elle doit servir à harmoniser la société et à donner à tous une idéologie, des idées qui leur permettent de travailler collectivement au bien commun. Alors, prenons un cas. Nous allons dans le collège d'aujourd'hui. Beaucoup de temps est consacré à étudier l'histoire de Napoléon, enfin, toutes sortes de choses tout à fait inutiles à la compréhension du monde et au développement de compétences collectives pour pouvoir avancer et régler les problèmes du monde. C'est ça l'école. Alors imaginons dans cette école ce qui devrait être enseigné depuis le plus jeune âge, depuis la maternelle. Si tous les enfants de toutes les écoles recevaient un enseignement en matière de secourisme, on va aider un bobo, bon, comment on soigne. Et évidemment, chaque matière à son niveau. C'est quand on étudie les maths, en terminale, on apprend les fonctions, les logarithmes, etc. Et puis, au primaire, on apprend 1 plus 1 égale 2. Donc, tout dans chaque matière est question de niveau. Mais imaginons que, dès le départ, on apprenne aux élèves les rudiments du secourisme, de la prévention et des risques majeurs de façon collective. C'est une matière qu'on devrait enseigner à temps plein, avec coefficient. Mais allons plus loin. Imaginons que la psychologie et la sociologie soient enseignées depuis le primaire, depuis la maternelle, toujours de façon graduelle, pour que les enfants comprennent. Par exemple, expliquer à des enfants pourquoi des parents se disputent. Oui, maman et papa se sont disputés. Papa était très fatigué, il revenait du travail, il n'avait pas dormi de la nuit, il était énervé. Ah, quand on est énervé, on fait des choses qu'on ne sait pas. Mais maman, ça c'est des petites histoires. Au lieu de raconter des contes de fées imbéciles et réactionnaires, comme on le faisait, en tout cas quand j'étais au primaire, je fais une petite parenthèse pour dire qu'au primaire, on avait un conte dans nos livres où une princesse démasquait une petite servante. Parce que les deux se sont présentés au palais pour dire c'est moi la princesse. Et puis, on les a soumis à un test. La princesse a dormi. Les deux ont dormi sur un lit où il y avait un petit caillou sous le matelas. La princesse a dit, j'ai mal dormi, j'ai eu des douleurs. Et puis la servante n'avait aucun problème parce qu'elle est habituée à dormir là-dedans. Et la conclusion, c'était que la servante, c'était une menteuse, etc. Et que la vraie princesse, donc, qui symbolise la vérité, la délicatesse, c'était celle qui avait senti le caillou. Mais cet exemple est revenu parce que je l'ai en tête, ça m'avait frappé depuis tout petit. Mais imaginez que le contenu des textes, des programmes, est fait pour donner une certaine idée. Mais si, au contraire, ces contenus-là portaient des réponses, excusez-moi de citer des exemples, aussi enseignant que je suis, par exemple, étudier un texte qui concerne
dame qui vivait dans la rue parce qu'elle était droguée. Et puis, son histoire, c'est l'occasion de poser des problèmes que des élèves connaissent. Parce qu'un jour où j'étudiais ce texte-là, où on pose la question de qu'est-ce que c'est que le suivi, là, le terme m'échappe, eh bien, il y a un élève qui répond, ah, ça c'est couillonnade. Oui, le suivi thérapeutique. Ah, mais c'est un couillonnade parce que il y a fait aussi ça, et c'est là qu'on découvre. Mais ça a permis que cette personne-là réfléchisse, etc. Ça veut dire que si on choisit d'enseigner des choses en matière de psychologie, de matière de sociologie, qui permettent de comprendre la vie, l'enfant, dans sa tête, a des réponses aux contradictions qu'il subit. Ça le pacifie. Ça lui permet même de causer avec son entourage. Mais il n'y a pas que cela. Il y a la question de l'histoire des peuples. Si l'histoire des peuples, je parle des véritables, de la véritable histoire des peuples, de ces institutions, des grandes civilisations, était enseignée dès le plus jeune âge, en montrant l'apport de tous, en montrant les crimes commis par tous, les questions de xénophobie, de racisme, de colonialisme auraient été vues tout à fait différemment par l'ensemble des populations, y compris occidentales. J'insiste sur cela pour dire que l'éducation, le travail au niveau des écoles est fondamental. Et si on ne peut pas le faire systématiquement dans le contexte actuel, tous les enseignants doivent trouver des failles pour faire ces idées-là passer. Quand on étudie les civilisations en Martinique, civilisation égyptienne, sans jamais dire que c'était à l'origine des peuples noirs. Les livres sont trafiqués pour rosir la peau des Égyptiens. Hein? Évidemment, ils ne peuvent pas changer les fresques, mais pour faire l'Égypte. Mais oui, mais plus tard, on ne parle pas des civilisations africaines. L'Afrique, berceau de l'humanité. Il n'y a pas de chapitre systématique sur les civilisations africaines. Si cela était fait honnêtement, scientifiquement, en France comme partout ailleurs, les idées suprémacistes n'auraient pas pu résister. Et puis alors, donc on apprend en sixième la civilisation égyptienne, et puis après, qu'est-ce qu'on apprend? La civilisation grecque, la civilisation romaine, en cachant les crimes